Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'espace du regard ou l'itinéraire du matin. Au coin du boulevard de la Levée et des Terres Saint-Ville. À l'angle du Grand Canal et du Caniveau, à la limite de l'Ancien et du Nouveau Monde, une vieille bicoque avec pignon. Une vieille bicoque en bois, avec 2 lucarnes ouvertes sur le ciel, face à l'arme d'un palmier, gris-jaune-vert, debout en sentinelle, entre 2 postes de gasoline made in USA. Ce jeune palmier, poteau indicateur d'un monde qui naît et d'un autre qui meurt, poteau signal du sens vrai, unique de la vie qui monte. Il prend naissance au milieu du jardin, au cœur de l'espérance, encerclant son élan de la belle tige massive de sa force. À sa tête étoilée se balance l'azur, dans le vent. Boulevard de la Levée et Terres Saint-Ville. Pour la plus grande relève du matin, certes, lieu bien désigné où surgira sans doute vivace, la montée placide des hommes du futur. Non. Terre Saint-Ville, terre malsaine. Ici s'étale et se campe ce que la ville a de plus sain et de plus terne, de plus vil et de plus sale pour la vue. Prolétaires et miséreux, filles, femmes, enfants. Que d'enfants. Et aussi que d'immondices. Tout cela, pêle-mêle, en pagaille dans les cases, en grappes accumulées sous la tôle et la tuile. Passons. Matin du travail, dans la vie quotidienne d'une petite ville ensoleillée. Il faut se lever, s'habiller et partir. Déboucher sur la rue, voici retrouver la joie vive de nos grands flamboyants. Rouge et vert. À ma droite, le poste à essence au mimétisme de commande. Rouge et vert, mais je vois l'œil du compteur clignotant des chiffres automatiques. Texaco. À ma gauche, Tidol au sourire blanc sur des lèvres de cambouis, soulage, désabusé, sa trompe dans l'estomac d'un autobus. Les petites camionnettes de Sainte-Thérèse circulent en file indienne, pleines à craquer de gens vêtus de couleurs aussi baroques qu'insolites. Klaxon et trépidation. Des taxis pays, énormes dromadaires, défilent avec leurs fleurs, leurs fruits et légumes. Je lis des noms de villages qui se baladent. Lamentin, Ducos, Vauclin, Sainte-Anne, Rivière-Pilote, François, Marigot, Basse-Pointe. Mon œil surpris fait un bouquet de rêves de tous ces véhicules qui déclenchent en moi l'imaginaire des champs paisibles et des plages dorées. À quand les vacances ? Rue République, la vie s'ouvre sur la perspective d'une turbulente animation. Je rase le mur de l'ouvroir ceinturé d'une écharpe publicitaire, Grand Rhum du Ken. J'entends les petites orphelines là-dedans qui butinent comme des abeilles, le sucre d'orge des prières. Une cloche sonne. Peut-être aussi la classe du matin. Et la ville bourdonne sous un ciel tout bleu. Soleil et chaleur tiède qui ronronnent. Au coin à l'angle, la vieille pharmacie française d'un vieil oncle et qui arbore à l'intérieur des grosses boules de cristal colorées, rouges, oranges et vertes. Je longe le trottoir, me faisant un chemin sur le pas des écoliers. Ils sont là devant moi, ces petits gosses, ardoises sous le bras, ils jouent avec des cailloux, le vent et la lumière, ou bien avec des allumettes, des petits bateaux de papier frêle dans l'eau d'un caniveau qui traîne son filet. Des petites filles aux cheveux ratissés papillotent sur les fosses de la tête, jardin de rêves potagers, se donnent la main, une récitation aux lèvres comme une fleur agitée au rythme de leur souffle. La circulation déjà se fait dense. C'est aussi la route Didier qui glisse sur l'asphalte ses belles voitures luxueuses. Visage blanc aux portières, belles femmes fardées, bijoux aux mains d'ivoire, ongles roses, parfums menés en laisse dans l'air frais. Mais je bute de même sur le fumet pestilentiel des mendiants accroupis, des clochards déguenillés, dressés comme les fantômes au pied d'un pylône métallique ou d'un pilier de béton. De la boulangerie Suvélor surgissent des porteuses de pain et des manœuvres enfarinées, vêtues de leurs vieux sacs de froment. On y voit encore des traces de lettres. La rue résonne du tintamarre des bicyclettes, des cris des ouvriers pressés, des appels des vendeuses de pain au beurre, des piaillements des écoliers survoltés de la maîtrise. Poules et chiens, sans lien, sans maître se promènent en état de divagation et s'activent à la becquetance des cancrelats et des reliefs prélevés des poubelles éventrées. Un canard s'ébroue avec allégresse dans le caniveau. Sur une bonne longueur de rue, l'hôtel de ville, le château fort du peuple, est là, entouré de pics de fer forgé qui montent la garde. Dans le jardin, des palmiers grêles s'éventent à la brise. Des bassins poussent leurs jets d'eau, dans un élan gracieux, éternellement retombé et remonté. À filer l'aiguille de ma route quotidienne, j'avance ma bordée jusqu'au carrefour suivant, où je parachute d'un esprit agile un grand vol blanc de pensées joyeuses qui tombe pile dans le vaste rectangle de la cour communale, basse-cour désertée à 7 heures du matin.
À vitesse d'oiseau, en droite ligne, on a une vue plongeante tout au fond sur le bord de mer, rue de Proges, cité des affaires, du commerce import-export, barrière refuge des hommes de proie, pirates et corsaires de l'industrie, du négoce et de la finance. Et là aussi, bien entendu, grouille toute la meute avide des travailleurs de force, des salariés, des dockers, ramasseurs de miettes tombées des arrimages de sacs et de barriques. Mais si, par caprice, je tourne à flanc gauche et bifurque rue Périnon, je monte alors vers la liberté, je m'élance vers l'égalité et la fraternité. C'est l'imposant palais de justice que je coupe de biais au square Victor Schœlcher. Et sous l'enseigne de cette trinité, je m'approche du large geste fraternel et généreux du grand abolitionniste, athée et révolutionnaire, à qui je lance d'une chic note de pensée la petite monnaie d'un bonjour. Bonjour d'amitié lancé au vol qu'il attrape avec élégance au creux de ses doigts de marbre aux phalanges cassées. Me voici débouchant rue Ernest Renan, proche du pensionnat colonial, lycée de jeunes filles, une grande bâtisse grise, pépinière fleurie de beautés affolantes dont les allures accrochent l'œil et le cœur des rêveurs. Sur ma route, je rencontre aussi d'autres jeunesses en uniforme, des couventines, oies et joies blanches, avec quelques visages au teint de chocolat au lait éparpillés dans la file. En face de moi s'ouvre le Printemps, grand magasin de nouveautés au nom magique surmonté du consulat américain, levant à bout de bois son drapeau de $48. La petite place de l'église et sa fontaine ouvrent tout grand l'espace pour magnifier notre belle cathédrale, aussi symbolique que la tour Eiffel. La girouette grimpe, d'un lever de tête jusqu'à la flèche, et l'on reçoit en plein cœur l'allégresse des sons de cloches qui volent dans l'air au plus haut du ciel. À l'angle des rues Saint-Louis et Schœlcher, voici le bout de mon itinéraire, le terminus où je descends de mes songes, pour étreindre la réalité rugueuse du travail. C'est l'annexe d'une grande banque, la BNCI, le temple de l'argent où je pénètre enfin, poème en tête, comme un épi ou un défi. Ce temple est juste en face de l'autre. En opposition. Au seuil, je retrouve mon masque d'horloge fiché au clou rouillé du destin, avec ses yeux d'aiguille à repriser l'ennui et la mort. Prison des corps et des cœurs. Rideau de fer. 2. Le boulevard de la Levée et son grand canal. Avant d'être baptisé boulevard Général de Gaulle, cette grande avenue était connue sous l'appellation de la Levée, à cause du long canal du même nom, sorte de digue creusée sous le gouvernement du comte de Blénac, pour contenir les surplus d'eau de la rivière Bouillé et des mornes d'alentour et les diriger vers la rivière Levassor, laquelle débouche sur la mer à la Pointe Simon. L'histoire nous apprend que vers 1680, Blénac, qu'il faut considérer comme le véritable fondateur du Fort Royal, avait consacré à la suite du marquis de Baas, toute son énergie à assainir la ville naissante, malgré les difficultés et obstacles nombreux, et l'opposition déclarée de quelques grands personnages de l'époque. Les travaux exécutés étaient énormes, nous dit le contre-amiral Leloup. Déboisage, dessèchement du marais, construction d'une levée de terre, d'un canal, construction d'un quai, adduction d'eau, défrichage des mornes environnants. Voilà pour éclairer le passé. Dans un temps plus présent à nos souvenirs, le canal de la Levée se concrétisait visiblement, comme la ligne de démarcation qui séparait le centre-ville des terres Saint-Ville. Il était doublé d'un deuxième canal qui longeait l'autre côté de l'avenue, à l'endroit où se voit maintenant le trottoir qui s'étend de la place Fénelon aux travaux publics, jusqu'à la Croix-Mission. À la place de la mairie actuelle, il y avait le grand bâtiment de l'ouvroir, et tout à côté, coincé par l'immeuble des travaux publics, la maison des Fous. Ces deux grands canaux, toujours à ciel ouvert car ils n'étaient pas couverts comme de nos jours, servaient de dévidoir naturel à certains citadins, et particulièrement aux terres saint-viliens, qui y versaient quotidiennement leurs détritus, les chats et les rats morts, et surtout le gros des excréments des baquets et des pots de chambre. L'odeur vous incommodait du haut de vos étages, et vous suffoquait pendant longtemps de sa pestilence. À la tombée de la nuit et à l'aube du petit matin, c'était à la fois irritant et plaisant de voir ce défilé de la populace, hommes, femmes, enfants compris, se consacrer sans pudeur aucune aux nécessités ponctuelles de cette infâme besogne. Quelquefois, les déculottés s'y adonnaient en toute bonne conscience, les pieds posés à même le rebord du canal pour le soulagement des entrailles et de la vessie. Activités illicites de ces croupes furtives qui, bien entendu, étaient sanctionnées, pénalisées par les préposés aux bonnes mœurs, nos fameux gardes-caca de naguère, toujours en kaki, et qui s'efforçaient en grands stratèges, avec des ruses de sioux, de verbaliser le flagrant délit. En toute diligence, vigilance, sévérité et humour.
Le grand canal de la levée, plein de vases et d'eau croupie, noire, grouillée de vermine rose. D'escargots sacs au dos, de longs vers de terre irisés, d'écrevisses minuscules et de milliers de petits poissons toujours en effervescence qui frétillaient d'ardeur à chaque crachat, pelures de mango et pierres jetées inopinément dans ces eaux. Des gamins se hasardaient même à jouer là-dedans avec leurs petits canots, à pêcher aussi à la main ou à l'hameçon des poissons dormeurs, sans s'inquiéter des microbes, de la pollution, des risques éventuels de typhoïde, de gangrène et de tétanos. De leurs arbalètes, ils écrabouillaient les petits crabes mayas qui s'accrochaient sur les parois du canal, et très difficiles à saisir à cause de la vélocité de leurs pattes habiles à la feinte. Toutes les maisons érigées de l'autre côté du canal, leurs façades tournées vers la levée, avaient pour voie d'accès des petits ponts en bois, lesquels s'avéraient souvent impraticables lors de la montée des eaux. Les entrées et sorties à domicile, en la circonstance, étaient faites à dos d'homme, et les jobbers s'y prêtaient volontiers moyennant 1 ou 2 piécettes. Il n'était pas rare de voir parfois de brusques plongées imprévisibles dans le plein du canal, quand on ratait la bonne direction. La force des eaux emportait aussi quelques planches de ces ponts. Dans les premiers temps de notre jeunesse, l'avenue s'enjolivait d'un petit jardin de fleurs, parfaitement entretenu et entouré de chênes. On y voyait des canards rouges et jaunes, des dahlias ensoleillés, des pervenches variées, blanches, roses, mauves, des hibiscus, des coquelicots et quelques roses. Plus tard, le jardin fut détruit. À la place s'éleva un palmier royal commémoratif qui, en grandissant, ne cessait d'attirer les foudres du ciel à la saison des cyclones. On s'est résigné à l'abattre pour satisfaire à la sécurité des biens et des personnes. Après tant d'années passées, j'ai encore la nostalgie de ce beau petit jardin du boulevard de la Levée, et j'en ai gardé un souvenir affectueux. À l'époque des classes enfantines, j'y cueillais ces jolies fleurs que, candidement, j'offrais avec timidité et plaisir à la beauté souriante de mes maîtresses préférées. La poésie est la fleur du monde, elle est toujours au cœur de l'enfance. 3. Terre-Saint-Ville et ses anciennes rues. Le quartier des Terres-Saint-Ville, comme le nom l'indique, relève à l'origine du grand domaine d'un monsieur Simon Saint-Ville, dont le maire de Fort-de-France, Victor Sévère, a fait l'acquisition pour la commune en juin 1920. L'ayant considéré d'abord comme un faubourg et fait aménager ensuite pour devenir le prolongement même du centre-ville, le domaine fut planifié, loti en parcelles, avec des tracés de rues se coupant à angle droit, les concessions étaient louées à des petits gens ou vendues à tous ceux qui pouvaient se les payer. La mairie vous accordait une durée de 3 ans pour construire, à condition d'avoir acheté au comptant votre parcelle, sans quoi l'acquéreur devait rétrocéder la concession. Il avait 20 jours pour faire enregistrer l'acte de vente, et 1 mois pour en assurer la transcription au bureau des hypothèques de la ville. Bien avant les années 30, ce grand espace de terre n'était peuplé que de gens de basse et de moindre condition, qui habitaient tous dans des cases en bois. Quelques notables, cependant, avaient commencé à construire en dur leurs maisons dressées de toute la hauteur des 2 étages. Le quartier n'avait rien de la cité moderne, pas d'électricité ni d'égout, bien entendu pas d'eau courante non plus, sauf pour quelques privilégiés qui avaient pignon sur rue. Ce qui était d'ailleurs notre cas. Espacés très loin, le long de certaines rues, des fontaines publiques desservaient chichement la population. Autour de chaque point d'eau, on se bousculait et livrait bataille pour s'approvisionner au plus vite, car le temps pressait et la nécessité fait loi. Les rixes n'étaient pas exclus. Le matin, les enfants étaient nombreux à faire la queue, munis de leurs seaux, bassines, cuvettes, casseroles et de toutes sortes de récipients en fer blanc. Il y en avait qui faisaient leur toilette en plein jour, dans le soleil, en puisant à 2 mains l'eau du robinet, se lavant les dents, le visage et les jambes, en toute hâte, afin de se rendre à l'école communale. Avant d'être rebâties, face à la place de l'église, les écoles de Rochambeau se trouvaient sous les flamboyants de la Levée, de part et d'autre d'un joli petit jardin de fleurs. L'un des directeurs était le père Cadreau, je crois. Aux Terres-Saint-Ville, la dénomination des rues dans les premiers temps semble avoir été le fait d'un arbitraire populaire qui, étant donné l'absence de toute indication pratique, s'avérait normal et indispensable. Tout le monde avait besoin de s'orienter, de déterminer ses directions, de définir ses adresses avec précision, et d'en communiquer l'information à l'ensemble des habitants. On constate donc que les principales appellations furent décidées, au hasard de l'histoire, en fonction de l'existence des maisons qui faisaient l'angle de coin au commencement de chaque rue,
et servait alors à la reconnaissance des lieux et donnait l'indication concrète de la topographie. C'est ainsi par exemple, que la chose se vérifiait aisément pour les rues des Portes, Brittmer et Châtonny. Plus tard, les rues furent désignées par des lettres alphabétiques, avenue ABCD, etc. Et par la suite, à l'arrivée de la municipalité communiste, baptisée officiellement. Les rues des Portes et Brittmer devinrent ainsi les rues Jules Monroe et Jean Jaurès. L'idéologie révolutionnaire et progressiste explique naturellement ces changements. La rue des Portes, connue encore des gens du Troisième Âge, devait cette appellation populaire au fait que mon père, Norville Desportes, chef comptable du bassin de Radoux, avait sa maison érigée à l'angle de la Levée et de la rue Jules Monroe d'aujourd'hui. Une maison de bois à 2 étages, d'un style tout particulier et qui reste l'une des dernières constructions en véritable bois du Nord qui persiste sur le front du boulevard. Construite en 1925, elle jurait à l'époque avec toutes les cases et masures du quartier et par là même se signalait à l'attention de tous. Cette maison offre Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.